Michaël Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'interview de ecoduterritoire.com, journal en ligne, et puis dans sa version YouTube. Vous êtes président de la fondation Michaël Jean, et cette fondation organise le 30 janvier prochain le sommet pan-canadien des communautés noires. Alors, je suis coprésidente et cofondatrice de la fondation Michaël Jean, qui est mon legs et partagé aussi avec mon mari Jean-Daniel Lafont, qui est cinéaste et philosophe et écrivain, du mandat de gouverneur général et commandant en chef du Canada que j'ai porté. Et l'idée de cette fondation, la vision qui l'anime, viennent de ce que nous avons observé alors que j'étais appelée à sillonner le Canada au titre de gouverneur général et commandant en chef, et j'ai porté une attention particulière aux situations d'exclusion dans ce pays. C'est-à-dire que partout, en allant à la rencontre des communautés, des Canadiennes, des Canadiens, et beaucoup aussi à la rencontre des jeunes, j'ai vu des situations qui étaient accablantes, notamment de marginalisation. Et les communautés les plus marginalisées au Canada sont les communautés autochtones et les communautés noires. De fait... Et comment ça se caractérise, cette marginalisation, selon vous? Au fait, marginalisation, c'est-à-dire les plus appauvris, les plus accablés par le racisme, les moins représentés là où les décisions se prennent, souvent ghettoisés, soit en ce qui concerne les peuples autochtones, par la loi sur les Indiens, donc réserve, et la pauvreté est réelle, hein, la pauvreté est réelle, et j'ai trouvé la même chose aussi du côté des communautés noires. Pourquoi? Parce que héritage lourd du colonialisme. Donc, autochtones et noirs sont les peuples conquis, en quelque sorte, par la colonisation, dépossédés de tout, de leur territoire, de leur mémoire, même de leur humanité, parce que l'esclavage et la colonisation se passaient aussi sous ce principe et cette idéologie de la suprématie de la race blanche, et par conséquent de la déshumanisation de tous ceux qui ne sont pas de ces peuples de conquérants et de colonisation. Donc on n'en sort pas aisément, on parle de siècles de cette domination coloniale, et forcément on ne peut pas penser ni expliquer le racisme aujourd'hui et la marginalisation gravissime de ces communautés aujourd'hui sans se référer à là d'où nous venons et à cette histoire. Et c'est ce passé, cette histoire, qui motive la création du sommet pan-canadien? En grande partie, oui, parce qu'au fait, la Fondation a toujours travaillé sur ces questions d'exclusion, et beaucoup avec les jeunes, mais pas seulement, les jeunes et leur communauté, et tous les jeunes. Et en plus, l'idée a toujours été de sensibiliser l'ensemble de la population canadienne à ce déficit que crée l'exclusion. Un déficit de participation, un déficit de perspective, d'idées, d'énergie, de synergie, de justice, et par conséquent un déficit de développement et de démocratie. Donc nous avons commencé à ouvrir des espaces de parole pour justement aborder ces sujets difficiles et souvent qu'on gardait finalement à l'écart. Et par la force d'éloquence des jeunes en particulier, qui vont droit au but, et qui disent voilà ce que nous vivons aujourd'hui, et voilà ce qui doit changer, et par la force aussi de ces communautés rassemblées. Donc on a vu cela. Et toutes ces personnes avec lesquelles nous avons travaillé, et entre autres toutes ces organisations de jeunes avec lesquelles nous avons travaillé, étaient en contact, appuyés, encouragés. Donc on parle même de plus de 200 organisations de jeunes portées par des jeunes. Nous ont demandé à la fin du mandat de consacrer mon legs d'ancien gouverneur général
à ce travail qu'on avait su faire ensemble, parce qu'il disait, on n'a jamais eu autant d'écoute sur ces réalités que nous, sur ces réalités que nous vivons. Donc, quand arrive est proclamée par l'ONU la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine pour l'élimination de la discrimination raciale, nous avons tout de suite saisi cette occasion et a commencé une gigantesque, déjà importante mobilisation par un premier sommet qui était un peu un test, qui s'est tenu en 2017 à Toronto et qui était vraiment le premier sommet pan-canadien des communautés noires. Un coup d'essai, mais aussi un coup de maître. Mais un coup de maître parce qu'on a vu la réponse. C'est-à-dire que les gens sont venus à Toronto, mais par centaines, et arrivant de tout le Canada. Deuxième sommet 2019 à Ottawa. Donc, nous sommes nos bureaux, vous voyez, au pied de la commune parlementaire, à côté du Parlement. Et à cette occasion, on a encore rassemblé par centaines, malgré une tempête de neige incroyable. C'était en plein hiver que s'était abattu sur nous. Et on va vraiment rencontrer, interpeller les ministres de la justice, de la santé, de l'éducation, du logement. Donc sur toutes ces questions, et dans tous ces espaces, donc, et sur toutes ces questions qui posent problème pour les communautés noires. Et c'est formidable parce que les jeunes viennent aussi, les représentants des organisations, moi-même, et nous interpellons les ministres. Et très souvent, nous faisons avec eux l'état des lieux du racisme et l'impact aussi dévastateur du racisme sur nos vies, vraiment. Le racisme blesse, le racisme tue, le racisme peut dévaster des vies. Et le racisme aussi nous maintient dans des situations qui peuvent être et qui sont extrêmement précaires. Arrive la pandémie, nous continuons quand même à battre le fer pendant qu'il est chaud et à maintenir vraiment la réflexion et la mobilisation avec une série de 6 conférences virtuelles, puisqu'on était en plein confinement, on ne pouvait pas se rassembler. 2022, fin de confinement, fin de la pandémie, nous nous retrouvons en présence et nous sommes plus de 1200, sans compter des centaines aussi en ligne, mais en présence, venant de tout le Canada, à Halifax. Et nous sortons d'Halifax, et c'était là alors notre 3e sommet pan-canadien des communautés noires, avec un document, un manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale, qui est aussi appelé la déclaration d'Halifax. Maintenant, 4e sommet, Montréal. Et c'est celui que nous allons tenir du 31 janvier au 2 février de cette année 2025. Et celui-là, justement, parlons-en. Quels sont les objectifs que vous vous fixez pour cet événement? Les objectifs, c'est de maintenir, je dirais, la ligne directrice qu'apporte le manifeste. Parce que le manifeste, ce qu'il a d'intéressant, et on peut y accéder en ligne, déclaration d'Halifax, manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale, .ca, bon. Et les gens s'y réfèrent parce qu'il est construit comme une espèce de document de référence, mais bien ordonné sur l'état des lieux que nous avons fait d'une part, d'où vient ce racisme, la mise en contexte historique, la reconnaissance aussi d'un lien fondamental avec, en partage de conditions, une même condition avec les communautés autochtones. Nous sommes sur leur territoire, mais nous partageons les mêmes conditions de marginalisation. Et aussi avec une force de proposition également, en disant dans tel secteur, tel autre, on épluche vraiment tous les secteurs de la société où le racisme systémique est bien présent et nous afflige, et en même temps on a une force de proposition. On dit ce qui doit changer, mais comment ça peut changer. Et qu'est-ce qu'on met de l'avant? Ce sont nos expertises, ce sont les actions que nous portons. Les communautés noires à travers le Canada portent des actions tangibles face à ces situations de racisme systémique et avec beaucoup d'aplomb, avec des impacts réels, et en disant une chose, cela doit changer et ça ne peut pas se faire sans nous. Et les décideurs qui viennent au sommet, parce qu'ils se disent il y a quelque chose qui se passe là, ils nous voient peser dans la balance, c'est-à-dire parce que jamais dans l'histoire du Canada, jamais, c'est une première,
on avait eu de mobilisation aussi massive et nationale. Il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas d'espace permettant aux communautés noires de partout à travers le pays d'être ensemble pour parler d'une même voix. Et c'est très très important. Parce que dès lors, les décideurs ont compris qu'il y avait, ce que nous disons, clair et net, une responsabilité d'agir. Et que nous sommes incontournables. Alors, qu'est-ce qui se présente à nos yeux aujourd'hui? Et c'est ce qu'on sentira à Montréal. C'est que nous sommes un mouvement. Un mouvement qui ne se laissera pas dérouter, un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Et nous allons lancer aussi la deuxième décennie des personnes d'ascendance africaine, proclamée par l'ONU, parce que la première s'est terminée, elle était de 2014 à 2024. Là maintenant, la deuxième décennie commence en janvier 2025 jusqu'à janvier 2035. Et cette fois, ce n'est plus comme la première reconnaissance, justice et développement, ça devient considération, justice et développement. Donc vous voyez, on évolue un peu. On évolue de beaucoup parce qu'on a fait 10 ans à dire et à exiger reconnaissance et à dire d'où nous venons, ce que nous vivons, ce qui doit changer, l'état des lieux, voilà, je le redis, l'impact dévastateur du racisme. Et maintenant, partant du manifeste, quand on dit considération, qui dit considération dit quoi? Des actions concrètes, mais aussi réparation. Il y a aussi cette option-là, réparation, parce qu'il y a beaucoup à réparer. Donc c'est intéressant parce qu'on espère sortir de Montréal avec vraiment cette capacité de peser en la balance et de dire cette responsabilité, elle doit se traduire aussi par des gestes de réparation. Les gestes de réparation, ça veut dire aussi investir dans les communautés. Ça veut dire aussi rattraper et combler les fossés. Ça veut dire aussi entendre les exigences des communautés noires et y répondre adéquatement. Qu'est-ce qui est prévu dans le contenu, même pendant les 3 jours, je crois que c'est du 31 janvier au 2 février. Qu'est-ce qui est prévu comme activité? Nous avons, d'une part, nous commençons par un forum qui est porté par les jeunes. C'est important. C'est-à-dire que les jeunes ont pendant une journée de travaux, le vendredi 31 janvier, où, partant de leurs perspectives, de leurs expériences, on parle de jeunes entrepreneurs, on parle de jeunes créateurs, on parle de jeunes qui portent aussi des initiatives importantes de résistance face au racisme, et pour se faire entendre, et qui sur tous les sujets, emploi, entrepreneuriat, santé, etc., justice, vont se prononcer de leur propre voix. Ce sera suivi de l'ouverture officielle du sommet. Les jeunes vont, à un moment du sommet aussi, rendre compte de ce qui est ressorti de leur discussion. Deuxième journée, donc, des ateliers, et où on revient encore pour renforcer davantage notre réflexion sur tous les aspects du racisme systémique. Et en même temps, avec également des plans stratégiques d'action et d'action conjointe. Parce que ce mouvement représente un leadership collectif des communautés. Ce n'est pas Michaël Jean, ce n'est pas la Fondation Michaël Jean qui porte ce leadership, c'est nous tous. Ça veut dire avec la somme des actions et des organisations que nous représentons. Bien sûr, la Fondation Michaël Jean offre et rend possible cette mise en commun et offre cette plateforme et la porte, trouve les moyens pour le faire, mais ce leadership, on le décline comme un leadership collectif. Et c'est très important qu'on le pense ainsi. Parce qu'on a cherché beaucoup à nous diviser. On a été aussi isolés, chacun de son côté, faisant du mieux possible, et certains devenant favoris par rapport à d'autres. Ça, et les pouvoirs font ça. Tout à fait. Et pour la première fois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc vous sentez l'énergie quand je vous en parle. Tout à fait, bien sûr. C'est très réjouissant. Bien sûr. C'est extrêmement. Et laissez-moi poser cette question. Depuis que ce sommet est lancé,
Est-ce que vous avez des retours? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il ne faut pas croire que quand, par exemple, le gouvernement, prenons le gouvernement fédéral, avance des programmes, soudainement, voilà, des programmes pour soutenir, accompagner, ou peut-être, aider financièrement les entrepreneurs noirs, ou un programme pour les jeunes, que ce soit de totale bienveillance. Pourquoi le font-ils? Parce que sans cette force que nous représentons, est-ce qu'il y a une pression? Sans la pression que nous exerçons, sans cette visibilité que nous avons, et en force, rien de tout cela ne se serait vu. Rien de tout cela. Les gouvernements n'auraient pas bougé. C'est-à-dire que si vous êtes isolé et que quelque part, on continue aussi d'avoir la main sur vous, rien ne change. Ce qui motive le changement, c'est la force que nous avons constituée. Ça, il n'y en aurait pas. Donc, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que je vois ce qui se passe chez nos voisins américains. Par exemple, ils ont balayé totalement tout ce qui s'appelle équité, diversité et inclusion. En disant, on est allé trop loin. Enough of that. It's too much. Nous sommes au premier balbutiement. La porte est à peine entrebâillée. Pourquoi devient-il obsolète aujourd'hui de parler d'équité? C'est une manière de justice. Parce que les iniquités existent. Hein? Pourquoi est-il obsolète de parler de diversité et de ce que représente la diversité, c'est-à-dire ces apports essentiels que nous représentons et que l'exclusion met à l'écart? Parce que avec le déficit que crée l'exclusion, c'est le bien commun qui en souffre. C'est finalement ne pas laisser la porte ouverte à tout ce que nous avons à offrir. Et c'est ça la force de la diversité. Autrement, il y a un déficit de perspective et de possibilités. Et en plus, inclusion, c'est un droit fondamental. Parce que l'exclusion, c'est tout le contraire, quoi. Donc, qu'on tienne compte de considération de qui nous sommes, nos valeurs, nos talents, nos apports, nos énergies constructives est essentiel. Donc, et ce qu'il faut craindre, c'est que ce mouvement aux États-Unis se déverse au Canada, parce que vous savez, dès lors qu'il y a pression, pour certains, c'est difficile à vivre. Certains se disent, ah, on est tellement bien entre nous, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi venir nous embêter avec vos revendications? Oui. Certains le pensent en sourdine, mais maintenant on pourrait se sentir la légitimité de le dire haut et fort et de suivre le modèle américain. Michaël Jean, vigilance. Oui, bien sûr. Michaël Jean, on peut peut-être se demander si aujourd'hui, pour cette cause noble qui est celle de rétablir une sorte d'équilibre, d'égalité, d'équité, de justice entre les différentes communautés qui vivent au Canada, y compris les communautés noires, est-ce que vous avez le sentiment que la communauté afro-descendante s'y prend bien à travers ces nombreuses associations qui sont mises en place? Il y en existe beaucoup. Je peux citer la Fédération africaine association du Canada qui a manifesté tout récemment dans les rues de Montréal après la brûlure de cet enfant, cet enfant à Longueuil, si je me trompe. C'est ce genre d'action. Un garçon noir de 10 ans. 10 ans. Qui a été dans un geste d'une violence. Vous avez suivi cette actualité, justement. Absolument. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai établi une relation avec cette famille. Parce que vous savez, dans cette violence, et merci d'avoir été là. Notamment à la fédération, africaine, la FAC, oui. C'est elle qui... Merci à la FAC d'avoir été là parce que le traumatisme est énorme pour cet enfant, pour cette famille, mais ce geste de cruauté raciste, cette violence qui a été faite à cet enfant, nous l'avons tous ressenti. Tous et toutes. Vous savez que même en dehors du Québec, hors du Québec et plus loin, ailleurs, à travers le Canada,
les communautés noires l'ont ressenti. C'est-à-dire qu'on parle de cet enfant. Et on l'a ressenti comme une violence faite à nous tous, à nous tous. Souvent, nous en parlons et nous en avons les larmes. Nous ressentons cette souffrance. Nous ressentons cette souffrance. Elle est réelle. Et le racisme, je le redis, qui blesse et qui tue, prend aussi, voilà, cette forme. Cette forme, oui. Cette forme de. C'est l'une des caractéristiques. Les gens meurent. On a eu encore, il n'y a pas si longtemps, un acte de profilage racial et un garçon noir qui a été abattu par la police. On a par exemple des policiers qui se déplacent sous des plaintes portées comme ça s'est passé récemment encore. Une voisine, une femme blanche, téléphone à la police, c'était au Québec encore récemment, et dit, bon voilà, il y a ces jeunes, ils rient fort, et je suis sûre qu'ils sont armés. On est un soir d'été, il fait chaud, ces jeunes sont joyeux, ce sont des adolescents. La police est arrivée, 3 voitures, et ils sont descendus armes au poing. Ce qui veut dire que ces jeunes qui n'étaient pas armés, qui étaient totalement, je veux dire, là, comme tous les jeunes, comme tout jeune, et un seul aurait paniqué, qu'il risquait d'être descendu. Un seul aurait paniqué en disant, parce que c'est impressionnant. Ça peut arriver, justement. C'est impressionnant. Donc, il aurait le déploiement est impressionnant. Le risque était là, qu'il aurait été descendu. On en a vu d'autres situations de ce type-là. Donc voilà, cette violence, elle est non seulement accablante, on parle de micro-agressions, mais moi, je n'aime pas qu'on fasse une échelle des agressions. Ah oui, il y a les micro-agressions, et puis il y a les agressions qui peuvent être fatales. Non, toute agression est inacceptable. Donc se mettre debout pour le dire, faire pression, c'est important. Et en plus... On a vu cette fédération, la FARC, pour ne pas la citer, le faire. Mais est-ce que vous avez l'impression que... On s'y prend bien? On s'y prend bien. Est-ce qu'on s'y prend suffisamment? Est-ce que les associations africaines, elles sont aussi nombreuses? Est-ce qu'elles font suffisamment ce qu'il faut faire pour attirer l'attention, à votre avis? Moi, je pense que déjà, au nombre où nous sommes, chaque fois que nous nous rassemblons, et ce n'est plus une action locale, mais c'est une action nationale, c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire continuer nos actions pointues, précises sur le terrain, mais en même temps prendre ce temps de nous rassembler pour mettre de l'avant des actions que nous pouvons porter stratégiquement et ensemble, de manière groupée, ordonnée, parce que c'est comme ça aussi qu'on se fait entendre davantage. Donc, il faudra toujours continuer ces actions sur le terrain. Il n'y a pas de rassemblement possible s'il n'y a pas d'action sur le terrain. Mais il faut aussi embrasser largement cette capacité que nous avons de parler d'une même voix et d'échanger sur nos bonnes pratiques, sur nos expériences. C'est très intéressant ce que ça crée comme espace de réseautage. Et vous, Michaël Jean, en tant que élite, une élite de la communauté afro-descendante, on peut le dire ainsi. Oui, ça a tout son sens ce que je dis. En tant qu'élite, en tant qu'une vitrine pour tout ce que vous avez été, pour les fonctions que vous avez assumées et pour les expériences que vous avez eues ici au Canada et ailleurs. Est-ce que vous réagissez parfois à ces manifestations organisées par ces associations sur le terrain? Est-ce que vous y contribuez, vous arrivez d'être interpellé? Oui. Premièrement, on va revenir sur le mot élite. Oui. Je n'agis que partant aussi de ma propre expérience. Nous sommes arrivés, ma famille et moi, réfugiés politiques d'Haïti, réfugiés fuyant la dictature qui sévissait en Haïti, et nous avons pris, nous avons trouvé refuge au Canada. Nous sommes partis de rien. C'est-à-dire que
l'expérience de la précarité totale, elle a été aussi la mienne, celle de ma famille. Ma mère avec 2 enfants sur les bras, et à la fin de la semaine, n'ayant que 25 cents. Et devant appeler souvent les vendredis à l'école en disant « Nourrissez mes enfants, je vous repérerai ». Ma mère qui était une femme certes lettrée, mais qui, comme beaucoup d'autres femmes dans cette situation, de femmes immigrantes et beaucoup d'immigrants, va travailler en manufacture et ne s'en plaint jamais. Parce qu'elle veut cette autonomie financière, elle veut assurer les besoins de ses 2 enfants. Nous habitions dans une petite pièce et demie avec 3 cuillères, 3 fourchettes, 3 assiettes, et c'était ça. Donc le racisme... Et c'est ça aussi l'histoire du noir en Amérique du Nord. Moi, par exemple, la situation, par exemple, où on cherche un logement, on appelle, on nous dit oui, le logement est disponible, venez le visiter, et en 5 minutes on s'y rend, et lorsqu'on nous ouvre la porte, on nous regarde en disant je suis désolée, je viens de le louer. Et moi je me souviens de ça, hein, enfant, avec ma mère, ma soeur, nous sommes dans cette situation, et je mets mon pied dans la porte pour qu'elle ne se referme pas, parce que j'ai appris ça, moi. J'ai appris l'esprit de résistance. Je viens d'Haïti. C'est dans mon ADN. Je mets le pied dans la porte et je dis, je parle au nom de ma mère. Je suis une enfant. Je dis, nous avons appelé il y a 5 minutes. Le logement était libre. Vous nous avez demandé de venir. Nous sommes là. Et pourquoi soudainement il ne l'est plus? Cette fierté, rassembler nos mémoires, être là en solidarité aussi quand nous lançons des initiatives, qu'elles soient entrepreneuriales ou autres. Voilà, cette action citoyenne constante, en se disant, vous savez, au fait, quand nous les Noirs nous faisons ça, c'est pas que pour nous, hein, c'est pour le bien commun. Donc c'est totalement légitime, sans crainte. Puisqu'il s'agit d'intégration, d'inclusion. Oui, et c'est ce que nous faisons. Et c'est de la vision justement du gouvernement du Canada, n'est-ce pas, de promouvoir l'inclusion. C'est une chose d'en faire un contexte, je dirais, un concept. Une vision. Et la vision, c'en est une autre, et de l'appliquer. Parce que ce que nous demandons, c'est pas que des mots. Ça peut pas être que du vent. Ça peut pas être qu'un discours politicien de façade. Ce sont des actions concrètes. Et en disant, nous sommes là, personne ne nous déroutera, et nous sommes incontournables. Ce sentiment-là, il n'y a rien de plus, je pense, de plus vaillant que celui-là. Eh bien, tout cela sera sur la table du 31 janvier au 2 février. Tout à fait. Eh bien, on en parlera. Et puis en plus, sachant que, après Montréal, parce que vous savez, là par exemple, nous sommes à Guiget-Vernet, hein, c'est extrêmement gratifiant de voir ça. La réponse, donc il y a un vrai besoin. Tout à fait. Et s'il y a un besoin et qu'il y a une telle réponse, c'est parce qu'on sait aussi que ça a un impact. Le prochain rendez-vous, ce sera au Manitoba, à Winnipeg. Et je m'empresse de le dire. Pourquoi? Parce que pour la première fois, c'est un gouvernement qui nous invite. Pourquoi? Le Premier ministre du Manitoba est autochtone. Le vice-premier ministre est d'ascendance africaine. Le ministre des Finances et du Développement est aussi d'ascendance africaine. Donc, quand vous êtes devant ce gouvernement, vous avez ceux qui étaient autrefois dans la marge, qui aujourd'hui sont là à concevoir des politiques publiques partant de leur expérience. Vous avez les minorités qui sont là, les franco-manitobains, autochtones, les noirs, les femmes, vous avez des ministres qui sont autochtones, vous avez des ministres importants, puis avec des portefeuilles importants quand même, qui sont noirs, et il se passe quelque chose au Canada, le premier ministre qui est autochtone, et cette alliance-là entre nous, c'est ça que nous allons la célébrer à Winnipeg. C'est-à-dire cette alliance entre autochtones et noirs. Parce qu'elle est réelle. Partant d'une même voie de cette discrimination dont on veut voir la fin et dont on veut l'éradication. Et bon, pour finir, quelles seront vos attentes? Les associations viendront
à Montréal du 31 au 2 février. Oui. Tout le monde sera là, ils seront présents. Nous serons très nombreux. À la fin, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? À la fin, c'est-à-dire que on franchit encore un jalon. On est sorti d'Halifax avec une déclaration, la déclaration d'Halifax, qui est devenue un document de référence. C'est-à-dire que ce que nous avons parlé d'impact, nous avons su aussi de certains fonctionnaires à la fonction publique du gouvernement fédéral qui nous ont dit, vous savez, bon, là, on s'empresse de mettre de l'avant des programmes pour aller dans le sens, voilà, pour répondre aux pressions qui sont faites pour les communautés noires. Mais nous nous référons toujours à la déclaration d'Halifax parce que nous voulons être sûrs de ne pas nous tromper. Intéressant. C'est ça l'idée. Nous voyons des jeunes aussi qui, dans les initiatives qu'ils portent, qui sont vigoureuses, font référence au manifeste. Comme il est dit dans le manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale, la déclaration d'Halifax, sur la question de l'éducation, ou la question de la santé mentale, ou la question, voilà, de la question de justice, question du logement, à l'article 2, point ceci, et à l'article 3, point cela, ils font référence. Donc on avait besoin de cette espèce de, voilà, je dirais, de coordination de nos réflexions et de nos analyses, mais aussi de nos exigences, et de manière bien ordonnée, pour s'en servir aussi comme un outil qui est précieux. Et donc, ça déjà, c'est une belle victoire. Maintenant, Montréal, on va décliner, comme on dit en anglais, a set of actions, donc un plan d'action pour avancer sur ce qui est là dans le manifeste et qui est très, très, très bien énoncé. Et ensuite, au Manitoba, on sera dans cette alliance qui est à construire. Mais je suis sûre que de là encore, on va se retrouver sur un plan d'action. On va prendre la pleine mesure aussi de l'impact de celles sur lesquelles nous aurons travaillé partant de Montréal. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que des villes nous demandent. Donc, Calgary nous demande, Vancouver nous demande. Donc, il y a quelque chose qui est en marche. Il y a un besoin. Il y a un besoin, mais ça s'appelle un mouvement. Un mouvement, ouais. Ça s'appelle un mouvement. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas un moment, c'est un mouvement. Et ça, je vous dis, il y a des gens qui me disent, mais oui, là, il y a la deuxième décennie proclamée par l'ONU jusqu'à 2035, aurons-nous assez de matière? Écoutez, nous essayons de nous relever des conséquences de 400 ans de déshumanisation, de dépossession, et vous pensez que 10 ans, puis ensuite 10 autres années, on va manquer d'arguments. Ben, c'est un long combat. Nous venons de loin, mais nous avons encore un long chemin sur lequel avancer. Donc le chemin, voilà, il a déjà été très long et nous sommes dans la continuité de ces combats qui ont toujours été menés pour le respect de notre dignité, de notre humanité, de notre existence, et pour la parole que nous portons. Voilà, et on a encore un très très long chemin devant nous. Michaëlle Jean, merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Qui, il faut le dire, a été spontanée. Merci de nous parler de cet événement tant attendu. C'est du 31 janvier au 2 février prochain. Exact. À Montréal. Oui, merci. Merci beaucoup. Éco Télévision, la tribune des territoires.